Le 23e joueur, lu par Amaris. Avril 1954. Le Venezuela vit des heures sombres. Depuis un an, il y sévit une dictature implacable. Ce pays en a déjà beaucoup connu dans son histoire, mais celle de Pérez Jiménez est plus sanglante encore que les précédentes. Les prisons sont pleines et les exécutions sont devenues de la routine. Malgré tout, le pays continue à vivre. Les gens ont leurs problèmes quotidiens, leurs passions. Et au premier rang d'entre elles, la plus violente, la plus profondément enracinée, le football. Au Venezuela, comme dans toute l'Amérique du Sud, le football est bien autre chose qu'un sport. C'est une fête, une cérémonie, une religion. Les émeutes sur les stades font souvent des victimes. C'est donc là et non ailleurs que devait se dérouler cette partie de football d'avril 1954. Une partie hallucinante où il y avait, en plus des deux équipes de 11 joueurs, un équipier supplémentaire, la mort. La prison de Caracas dresse ses murailles sinistres un peu à l'extérieur de la ville. Depuis le coup d'État de Pérez Jiménez, on y a installé des miradors. On a surélevé les murs avec des rouleaux de fils de fer barbelés, ce qui lui donne un aspect plus hideux encore. De temps en temps, le lourd portail s'en trouve pour laisser passer un camion militaire qui amène son contingent de prisonniers. Une ou deux fois par jour, un camion bâché, plus discret, sort du bâtiment. Il emporte les corps des exécutés que l'on vient de fusiller. Ils seront inhumés dans un endroit retiré et discret. Le directeur de la centrale de Caracas, Miguel Braga, n'est pas l'homme sanguinaire que l'on pourrait imaginer. En fait, ce n'est qu'un fonctionnaire. Une suite de hasards l'a amené à faire carrière dans le personnel pénitentiaire. Et c'était bien avant la dictature de Jiménez. À la prise du pouvoir, la première idée de Miguel Braga fut de remettre sa démission. Mais démissionner en de pareilles circonstances, c'était la mort assurée. Miguel Braga, s'il n'est pas sanguinaire, n'est pas non plus un héros. Alors, il s'acquitte de ses fonctions en se persuadant qu'il ne fait qu'obéir aux ordres, et il s'efforce de traiter humainement ses prisonniers. C'est lui, en particulier, qui a pris l'initiative d'organiser les rencontres de football dans la cour de la prison. Elle oppose régulièrement les détenus à leurs gardiens. Dans cet univers clos où la mort est quotidienne, où un détenu qui entre ne sait pas s'il ne sera pas fusillé le lendemain, ces matchs sont comme des moments de grâce et d'oubli. Les prisonniers qui ne jouent pas regardent à travers les barreaux de leurs cellules. Les gardiens sont dans la cour, tout autour du terrain. Pendant 90 minutes, tous vibrent ensemble. Ils ont les mêmes cris d'enthousiasme ou de réprobation au même moment. Dans l'équipe des prisonniers, il se trouve qu'il y a une vedette, une étoile. Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant, puisqu'il s'agit d'un vrai professionnel. Pourquoi José Campos, le gardien de but de l'équipe de Sporting de Caracas, a-t-il été arrêté et conduit à la prison de la ville? Personne ne pourrait le dire. Peut-être même pas lui. Mais en tout cas, grâce à José Campos, l'équipe des prisonniers a gagné tous ses matchs. Ces arrêts spectaculaires font chaque fois l'admiration de tous, détenus et gardiens confondus. Nous sommes le 11 avril 1954. Et demain, c'est dimanche. Et demain doit avoir lieu une rencontre beaucoup plus importante que les autres. Les prisonniers affronteront une équipe composée non seulement de gardiens, mais renforcée par les meilleurs éléments de toute la police de Caracas. Le directeur, Miguel Braga, a eu du mal à organiser ce match. Mais même en pleine dictature, tout est possible quand il s'agit de football en Amérique du Sud. Depuis plusieurs jours, les détenus sont fébriles. Cette partie, pour eux, est un peu un symbole. Ils vont affronter les représentants de ceux qui les oppriment, qui les martyrisent. Et même s'ils doivent rester des années encore en prison, même s'ils doivent mourir demain, ils les auront battus au football. Car, avec José Campos dans les buts, ils sont sûrs de la victoire. Dans son bureau, ce jour-là, Miguel Braga reçoit un télégramme.
Il vient du chef de la police. Le directeur fait la grimace. Il sait par avance ce qu'il contient. Un ordre d'exécution. Mais tout de même, après l'avoir ouvert, il pâlit. Le texte est bref, 3 mots. Fusiller José Campos. Miguel Braga tourne et retourne le papier bleu dans ses mains. Ce n'est pas possible. Pas lui. Pas José Campos. José Campos a 22 ans. Le directeur en a fusillé de plus jeunes que lui, et tout aussi innocent. Mais un footballeur de sa classe, et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Comme tous les Vénézuéliens, il ne peut s'empêcher de le considérer comme une sorte de héros, presque un demi-dieu. Fusiller José Campos, l'ordre sec du chef de la police est là, sur le bureau. Il faut l'exécuter, la veille du match. Le directeur arpente nerveusement son bureau. Et brusquement, il prend une décision. Il va faire quelque chose. C'est peu, mais il doit bien cela à José Campos. Quelques minutes plus tard, 2 hommes sont en face de lui dans la pièce. Un prisonnier et un gardien. Ce sont les 2 capitaines des équipes de football. Ils sont un peu décontenancés devant cette convocation qui sort de l'ordinaire. Le directeur les regarde quelques instants et il annonce d'une voix blême. « Je dois fusiller José Campos. » Il y a un long silence. Les 2 hommes en face de lui se regardent. Ils sont tout aussi émus l'un que l'autre. Le directeur reprend la parole. « J'ai décidé que l'exécution aura lieu après le match, tout de suite après. Je voudrais que vous m'aidiez pour que cette partie soit réussie, digne de lui. Et je voudrais surtout qu'à aucun moment, il ne se doute de quelque chose. » Il y a encore un silence, et le prisonnier déclare. « Nous gagnerons, pour Campos. » Le lendemain, dimanche, le match doit commencer à 2 heures de l'après-midi. Mais depuis 1 heure au moins, l'effervescence est à son comble dans la prison. Sur toute la façade qui donne sur la cour, les détenus sont collés aux barreaux des fenêtres. Ils crient, ils chantent. Cela fait si longtemps qu'ils attendent ce jour. En bas, dans la cour, des gardiens et des policiers sont venus pour encourager l'autre équipe. Plus les minutes passent, plus la tension monte. Et à 2 heures précises, les joueurs arrivent. Aussitôt, au fond de toutes les cellules, une formidable ovation retentit. C'est une explosion, un rugissement. Ce n'est qu'après un certain temps que l'on peut comprendre les 2 syllabes scandées par les détenus. Campos, Campos. Sur le terrain, les joueurs ne partagent pas l'excitation générale. Eux, ils sont tendus, graves. Seul, José Campos semble parfaitement à l'aise. Il trottine à petite foulée. Il fait des exercices d'assouplissement. Il sourit de toutes ses dents blanches. Il adresse en direction de la façade de la prison un petit signe de la main qui fait redoubler les ovations. Ses camarades de jeu le regardent et puis détournent les yeux en s'essuyant la figure d'un revers de la manche. Ses adversaires, eux, évitent de regarder dans sa direction. Les 2 équipes ont pris place. José Campos sautille devant ses buts improvisés et le directeur de la prison, qui tient le rôle d'arbitre, siffle le coup d'envoi. Alors, sous les hurlements du public, commence un match pathétique. Dès le début, l'équipe des prisonniers bouscule celle des gardiens et des policiers. Sur leurs traits se lit une détermination farouche, implacable. Chacun d'eux se répète intérieurement. « Pour Campos, il faut marquer pour Campos, il faut gagner pour Campos. » Leurs adversaires savent parfaitement à quoi ils pensent. Et ils ne peuvent s'empêcher d'être mal à l'aise, troublés. Ils multiplient les maladresses. Sous les clameurs qui descendent des cellules, ils sont presque devant leur but. Ils dégagent le ballon n'importe comment. Mais les détenus récupèrent et reviennent à la charge. C'est un affrontement sauvage, total. Et enfin, les prisonniers marquent. Ils marquent encore. À chaque fois, tout seul à l'autre bout du terrain, José Campos a applaudi comme un enfant à l'exploit de ses camarades. Quand Miguel Braga, l'arbitre, siffle la mi-temps, les prisonniers mènent par 3-0. Au repos, José Campos, qui continue à s'échauffer car il n'a pratiquement rien eu à faire jusque-là,
voit ses équipiers discuter entre eux. Il est trop loin pour entendre ce qu'ils disent. Ils parlent à voix basse. Il fallait qu'on gagne pour José, mais jusqu'ici il a à peine touché la balle. Alors maintenant, il faut mal jouer. Il faut que ce soit lui qui rattrape nos erreurs, qu'il fasse le plus beau match de sa vie. La partie reprend. Et les prisonniers, derrière les barreaux de leur cellule, n'y comprennent rien. Tout a brusquement changé. Maintenant, c'est leur équipe qui est bousculée sur ses buts et les autres qui se ruent à l'assaut. Voilà un des adversaires qui file avec la balle. Il passe 2 joueurs. Mais que font les défenseurs? Pourquoi ne l'attaquent-ils pas? Il va marquer. Mais non. Dans un plongeon à couper le souffle, José Campos vient de lui prendre la balle dans les pieds. Alors, c'est une clameur plus assourdissante que celle qui a salué les 3 buts. Les prisonniers ont retrouvé leur idole. Campos vient de les sauver. Et c'est le même cri qui reprend, scandé par les gamelles d'aluminium cognant sur les barreaux. Campos, Campos. Campos est partout présent. Son équipe est dominée, mais il multiplie les arrêts, tous plus courageux les uns que les autres. Pas une seule fois les gardiens ne peuvent marquer. Chaque fois, ils se relèvent couverts de poussière, le ballon collé à la poitrine. Il sourit. Jamais, peut-être même avec les professionnels, il n'a fait un aussi beau match. Le directeur siffle la fin de la partie. Aussitôt, une douzaine d'hommes en armes envahissent le terrain. José Campos est encore dans l'exaltation du match. Il ne se rend pas compte qu'il se dirige vers lui. Au tout dernier moment, il comprend enfin. Il a un regard infiniment étonné. Tous les prisonniers vénézuéliens de cette année-là s'en souviennent encore aujourd'hui. José Campos a été fusillé sur la ligne de but. La partie était terminée.